Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, manger sainement ne suffit pas toujours lorsque le corps est soumis à une pathologie, un déséquilibre hormonal, à une exigence physique intense. L'alimentation doit changer de registre. Dans le cas des SOPK, des maladies chroniques, et chez les sportifs soumis à des charges d'entraînement plus élevées que la moyenne, les besoins deviennent plus précis, parfois contradictoires. Ce qui soutient l'un peut déséquilibrer l'autre et les régimes généralistes montrent très vite leurs limites. Nous en parlons ce matin. De 10h à midi, nous restons ouverts à vos avis, toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec notre invité qui est phytothérapeute, qui est nutritionniste. Nous sommes avec Yasmine Benis. Bonjour. Bonjour Bad. Bon, on se retrouve. Oui, on se retrouve. On avait programmé ce prochain rendez-vous parce que c'est vrai que quand on s'intéresse à la nutrition, il y a des régimes généralistes par rapport à des besoins qui sont très communs. Ceux qui souhaitent ou prendre plus de masse ou ceux qui souhaitent, entre guillemets, perdre du poids. Et puis, il y a des profils un peu particuliers dont nous allons parler ce matin. Il y a des personnes, effectivement, qui ont des spécificités ou des dérèglements hormonaux ou des besoins plus spécifiques. On va y venir. Mais avant cela, il y a de cela quelques jours, c'était le solstice d'hiver. Et les nuits sont plus longues, les journées sont plus courtes, il fait un peu plus froid. Certains, effectivement, d'instinct, ajustent leur alimentation par rapport à, tout simplement à la saison. Et de ce point de vue, est-ce qu'il y a une littérature scientifique ou est-ce qu'on s'y intéresse en tant que nutritionniste ou est-ce que ce sont davantage les macros qu'on observe lorsqu'on analyse, entre guillemets, un type de régime alimentaire ? Merci Badlo pour ton introduction. Effectivement, on se retrouve naturellement et spontanément, on se tourne vers des aliments qui sont un petit peu différents en fonction des saisons. Et en cette saison hivernale et froide, on trouve qu'on a plus de goût naturellement vers les choses qui sont plus chaudes. Et quand on parle de chaud, ce n'est pas uniquement la température physique de l'aliment dont on parle. Ah oui. Mais aussi d'un point de vue énergétique. C'est-à-dire, par exemple, le fenugrec ou des choses comme ça. C'est-à-dire le fenugrec, par exemple, c'est une nature qui est chaude, mais... Piment, oui. Le piment aussi, mais aussi, par exemple, bien sûr, tout ce qui est crudité est considéré comme étant refroidissant. Tout ce qui est cuit est réchauffant. Mais aussi, dans les légumes, par exemple, on a des légumes qui vont être refroidissants et des légumes qui vont être réchauffants, même s'ils sont cuits, on va dire. Ah oui. Exemple, toute la famille des cucurbitacées, c'est la famille des concombres et des citrouilles. Et ça, c'est et l'été des souvent. courges, pardon. Ça, c'est souvent l'été. C'est souvent l'été, mais c'est aussi, par exemple, la courge, on la met dans le couscous, par exemple, ou je ne sais pas comment on appelle cela, oui, en français, mais voilà, oui. Elle fait partie de la même famille. Donc, toute cette famille, elle est considérée comme étant refroidissante. Exactement. Et donc, elle ferait partie des aliments qu'il faudrait éviter pendant la saison hivernale. On peut prendre aussi l'exemple des produits laitiers. Si on prend les produits laitiers et en fonction de comment ils ont été transformés, on va dire, ils vont avoir une nature réchauffante ou refroidissante. Typiquement, tout ce qui est yaourt, donc une fermentation qui génère de l'acide lactique. Enfin, je dis ça maintenant comme ça, qui génère de l'acide lactique, parce que maintenant, on le sait, on peut faire un petit peu des comparatifs, mais traditionnellement, comme on discutait, en Ayurveda, par exemple, ils ont cette culture qui est très forte, très poussée de la nature énergétique des plantes et des aliments. Exactement. Ils ont 3 catégories, souvent pour décrire. Il y a ce qui est considéré comme étant lourd. Il parle d'alimentation tamasique, ce qui est agitant, rajasique, ou ce qui est, entre guillemets, qui favorise l'élévation spirituelle, c'est ce qui est sattvique. Donc, ils ont simplement ces 3 classifications, et c'est tout ce qui les intéresse dans la classification des aliments. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, ils ont cette culture qui est très développée de ces catégorisations-là. Donc, ce que tu as évoqué, satvique, rajasique et tamasique, voilà. Oui. Et tamasique, elle est, comment dire, par exemple, les pommes de terre, c'est dans cette dernière catégorie. Oui.
Oui, mais en fait, c'est pour dompter, on va dire, ou pour rééquilibrer les tempéraments. Oui, oui. Et chacun, oui, effectivement. Voilà. Donc, c'est pour rééquilibrer les tempéraments d'un point de vue de personnalité aussi, ce qui est vraiment Oui. très... c'est assez poussé, c'est assez poussé. Mais voilà, donc eux, ils ont cette culture qui est très développée, de laquelle on peut s'inspirer parce qu'elle elle a du sens. Elle a du sens et on peut le sentir aussi juste par expérience. Absolument. On le sent par expérience parce que, par exemple, si on mange un yaourt, on sent qu'il est refroidissant. Si on mange, par exemple, un camembert, c'est une transformation qui est différente. On sent qu'il est réchauffant. Je ne sais pas si ce que je dis peut résonner avec les gens, mais globalement, c'est ça. Parce que même la transformation et comment on va traiter l'aliment peut changer sa nature énergétique. Le lait, il est réchauffant parce qu'en fait, il ne contient pas d'acide lactique, il n'a pas été fermenté. Donc, il n'a pas produit cela. Les viandes, elles sont naturellement, réchauffantes. Et comme tu disais, tout ce qui est épices, c'est bien sûr, c'est réchauffant. Donc voilà, il faut écouter Mais certains s'ajustent presque inconsciemment par rapport, ce que de façon presque intuitive par rapport aux besoins qu'ils ont en fonction des températures, des saisons et ainsi de suite. Et d'autres peuvent le faire de façon un peu plus consciente, mais cela dit, on constate, et tout un chacun peut l'observer, que spontanément on a envie de manger autre chose en fonction effectivement des saisons. Oui, exactement, c'est tout à fait ça. Et il faut suivre la sagesse du corps parce que le corps, il sait. S'il n'est pas trop vicié par tout ce qui est artificiel, Oui. C'est-à-dire le chauffage ou la climatisation quand c'est l'été, etc. Si on suit le rythme naturel du corps, eh bien, le corps, il sait ce dont il a besoin. Donc il faut absolument écouter ce que notre corps nous demande et donc privilégier tous les plats cocooning. Ah oui, certains, parmi mes collègues, s'attendent à préparer des raclettes ce soir, le 24 décembre. Bon, c'était Franck pour ne pas le citer, puisqu'il en a parlé à l'antenne. Alors, ce qu'on va écouter également, c'est la respiration musicale, puisqu'il est 10h18, ou presque. Et nous allons reprendre la suite de notre émission des experts, qui, elle, se poursuit jusqu'à midi. Et on reste, bien entendu, joignable si vous avez des avis, toujours au standard. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts qu'on consacre ce matin au régime dont pourraient avoir effectivement besoin des profils un peu particuliers. On va y venir au sujet. On a fait un petit pas de côté parce qu'on aime bien d'abord et parce que la saison s'y prête. Comme il y a un changement de température, les pluies, ça réjouit et des fois on se rend compte qu'on met autre chose dans notre assiette. De ce point de vue, lorsqu'on conseille en tant que nutritionniste, est-ce que c'est un aspect qui est pris en considération? C'est en fonction des profils qu'on rajoute entre guillemets ce complément d'information par rapport à la nécessité d'être à l'écoute du corps. Qu'est-ce que recherchent généralement ceux qui, entre guillemets, vont consulter par rapport à des cas spécifiques? On recherche une feuille de route le plus souvent. Et quelquefois, on essaye sur le tas d'apprendre à en formuler une pour soi-même. Mais d'abord, souvent, ceux qui viennent toquer à la porte d'un nutritionniste, ils ont besoin d'une feuille de route. Tout à fait, ils ont besoin, ils viennent consulter pour avoir la feuille de route, mais surtout avoir un accompagnement qui va avec, parce que comme je dis souvent, l'information, elle est là, elle est disponible, mais la difficulté, surtout en ce qui concerne tout ce qui est alimentation et activité physique, c'est vraiment la mise en place des petites habitudes qui vont s'empiler les unes sur les autres pour avoir un effet positif. Donc vraiment l'accompagnement il est très important et savoir mettre en place quelle habitude avant quelle autre pour pouvoir arriver à son objectif. Et bien entendu dans cette feuille de route on va toujours conseiller ou essayer de diriger en fonction de la saisonnalité bien sûr, mais aussi en fonction
quand on fait l'entretien avec la personne qui vient nous voir, des fois, on va vraiment être prescriptif dans ce qu'on va donner. Quand on sent qu'elle a besoin, entre guillemets, d'un cadre plus fort. Oui, enfin c'est surtout, ça va être surtout dans des cadres où l'élimination peut donner de bons résultats parce qu'on sait que certaines conditions sont liées en général à certains aliments et que éliminer certains aliments peut être bénéfique. Donc dans ce cas-là, ça va être vraiment prescriptif de dire pendant une certaine période, vous devez manger ci, ci et ça. Oui. C'est pour, entre guillemets, monter à bord. C'est pour monter à bord. Le train en marche. Oui, mettre le train en marche pour essayer de comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce que malheureusement, si on a quelqu'un qui se présente avec des symptômes un peu généraux, on ne se substitue pas au rôle du médecin et ce n'est pas ce qu'on fait. Oui. Mais si on a devant soi quelqu'un avec certains symptômes, un inconfort digestif, des éruptions cutanées, des maux de tête, etc., sans poser de diagnostic, on sait que par probabilité, certains aliments vont être plutôt coupables que d'autres. Et on n'a aucune certitude parce que, à part pour les allergies alimentaires, on n'a aucun test validé scientifiquement pour dire, voilà, tel aliment peut provoquer telle chose. Et c'est très individuel. Mais on sait que globalement, ça va être un certain aliment plutôt que d'autres. Donc on va procéder par élimination et par tâtonnement. On tâtonne et donc du coup, voilà, on va être prescriptif. Pendant un certain temps, on va éliminer tel type d'aliment. Exact. Mais on pense spécifiquement à quel type de profil qui... Quel type de profil? Si on va vraiment parler avec la personne pour savoir si elle mange un certain aliment, comment elle se sent, même si on n'a pas vraiment une idée ou des souvenirs exacts. On n'arrive pas, quand on a ces symptômes-là, eh bien, on ne réalise pas toujours quels aliments causent ce qu'on a comme inconfort. Donc, on essaie juste un peu au pifomètre. Oui. Au pifomètre. Mais souvent, les personnes, on associe rarement les états dans lesquels on peut se retrouver au réveil à ce qu'on a mangé durant les dernières semaines, la veille, etc. On se dit, c'est un jour comme un autre, mais c'est un jour peut-être un peu moins bon. La loterie, à la loterie de l'humeur, on n'a pas gagné ce matin. C'est ce qu'on peut se dire. On peut se dire ça qu'on n'a pas gagné à la loterie de l'humeur pour la journée en l'occasion. Oui. Mais le risque, c'est que quand on s'habitue à cet inconfort là et on commence à penser que c'est normal, mais en fait que c'est un inconfort qui s'installe petit à petit à cause des intolérances qu'on a. On se dit on vieillit. On se dit on vieillit, voilà, on se dit on vieillit, mais en fait il faut pas voir la chose de cette façon-là. Il faut vraiment être très proactif et les premières familles d'aliments qu'on va essayer d'enlever, ça va être bien sûr tout ce qui est gluten. Mais ça va vraiment dépendre du résultat de l'entretien. Mais en général, ça va être le gluten et les produits laitiers. Il y a aussi tout ce qui est... Est-ce que des personnes ont du mal à les digérer? Oui, ils peuvent avoir du mal à les digérer. Ils peuvent créer des intolérances. Et il faut faire vraiment la distinction entre allergie qui est causée par le système immunitaire et l'intolérance qui va être... le corps a du mal, entre guillemets, à purger certains aliments. Voilà, à les gérer, à les processer. Et donc, du coup, il nous donne des symptômes. Typiquement, pour le gluten, il a été... il y a beaucoup d'études maintenant qui grossissent, dont les résultats sont là, qui disent que le gluten, il contient cette matière-là, la zonuline, qui est une molécule qui va un peu désintégrer la barrière des cellules de l'intestin. Normalement, les cellules de l'intestin, elles sont très soudées entre elles et elles font une absorption sélective de tout, ce qu'on mange. C'est très sélectif ce qui rentre dans notre système. Avec la présence de la zonuline, eh bien, on a les cellules les jonctions entre les cellules qui vont être un petit peu plus loose,
plus lâcher. Et donc, ils vont faire passer des molécules avec certaines séquences de protéines qui ne sont pas censées rentrer dans l'organisme. Et ça va être soit qui proviennent de l'alimentation en soi, soit vraiment des produits, des bactéries de notre microbiome. Ce qui va provoquer cet inconfort. Oui, voilà, exactement. Cette inflammation-là dans le corps qui augmente et on ne sait pas, ça peut se manifester par des maux de tête, par des douleurs articulaires, par des éruptions cutanées et on ne sait pas trop. On ne comprend pas trop pourquoi. Voilà, ça c'est un exemple. Hein. C'est pas dit que tout le monde a cette condition-là, parce que tout le monde souffre de douleurs articulaires presque à partir d'un certain âge. Ça ne veut pas dire que on est tous intolérants au gluten. L'huile d'amande, oui. Pardon ? Non, je disais, pour ceux qui entre guillemets, ont des postures longues, qui peuvent provoquer des douleurs articulaires, ont tendance à utiliser un peu d'huile d'amande. Mais ça, c'est encore une autre affaire. Alors, il est 10h30. Une autre affaire, ça va être les actualités, puisque Karim Drounet, on l'avait annoncé, il va nous rejoindre dans quelques instants pour nous présenter les... Ah, c'est Nadalam, me dit-on à la régie, à juste titre. Alors, on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de l'émission, après le flash d'information. Et ceux qui souhaitent prendre la parole, toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission ce matin. Nous sommes avec notre invité, Yasmine Bennis, et nous parlons spécifiquement des régimes particuliers dont pourraient avoir besoin ceux effectivement qui ont des besoins plus spécifiques. Alors, il y a des intolérances, il y a aussi ceux qui ont des pratiques sportives intenses, il y a également ceux qui ont des déséquilibres hormonaux, il y a ceux qui ont des pathologies. Dans l'observation qu'on fait lorsque effectivement on en fait un métier, lorsqu'on est nutritionniste, quels sont entre guillemets les aspects ou les besoins spécifiques qu'on rencontre par rapport effectivement aux personnes qui se présentent le plus souvent à soi-même? Les exigences les plus fréquentes, on va dire, qu'on retrouve, bon, bien entendu, des gens qui ont envie de perdre du poids, mais en général, ça va être associé à d'autres conditions. Oui. Typiquement, comme on disait, des inconforts digestifs qu'on essaye de régler par des régimes d'élimination, mais aussi souvent l'hypothyroïdisme. Ah oui. Ouais, souvent parce que bien entendu, qu'on fait de l'hypothyroïdisme, ça veut dire qu'on a un métabolisme qui est un petit peu plus ralenti. Et donc ça rend plus difficile la perte de poids. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut gérer. Et donc on demande souvent aux personnes qui vont se présenter, peut-être avant d'être prescripteur, de remplir une forme de formulaire ou de donner le maximum de renseignements. Oui, non, enfin, c'est pas que c'est une question de formulaire, mais vraiment, on va poser la question, on va faire une anamnèse, on va parler avec la personne pour savoir, enfin, toutes les conditions que la personne connaît, pour lesquelles elle prend des traitements, ou juste qu'elle sent. Et puis après, enfin, en fonction du résultat de l'entretien, eh bien, on va déterminer les choses les plus appropriées, mais aussi en termes de compléments alimentaires aussi, ou de plantes à privilégier, etc., ou des choses à éviter. Typiquement, par exemple, l'hypothyroïdisme, on va conseiller de diminuer un petit peu la famille des brassicacées, qui est la famille des choux. Ah oui. C'est une famille qui est excellente, qui contient des composants très, 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 très importants pour la santé, mais qui malheureusement pour le cas des gens qui ont une thyroïde qui est un peu paresseuse, il vaut mieux les éviter parce qu'ils désactivent un petit peu la thyroïde. Pas d'une façon très forte, c'est-à-dire que c'est pas que si on les mange une fois, il va se passer quelque chose ou ça va impacter négativement la personne. Mais il y a je sais, c'est très rare, mais il y a des gens qui mangent ces légumes-là tous les jours, qui les aiment bien et qui les mangent souvent. Ah oui. Dans ce cas-là, si on a une hypothyroïdie... L'inverse existe aussi. Hein. Je connais très peu d'enfants qui s'enthousiasment à l'idée de manger des brocolis ou des choux. Absolument pas. Je pense qu'il n'existe pas un enfant sur Terre. Voilà, donc... c'est un goût qui est acquis, je dirais. Il est acquis, parfois très tardivement, lorsqu'on n'a plus de goût, justement. Non, ouais, mais c'est vrai que, entre guillemets, oui, l'appétence ou l'envie spontanée en jeune âge, bon, elle est assez rare. Alors ça, c'est effectivement par rapport à peut-être des spécificités. Et
bon, mais en ce qui concerne les pathologies, par exemple une personne diabétique ou une personne qui a un trouble hormonal, c'est effectivement peut-être des spécificités encore plus poussées que quelques intolérances ici ou là qu'on détecte lorsque la personne répond à un certain nombre de questions relatives à l'alimentation qu'elle a. Oui, c'est plus spécifique, mais c'est aussi plus facile. Ah oui. Bon, c'est plus facile dans le sens où, par exemple, quelqu'un qui est diabétique, eh bien, on sait très très bien quel type de régime la personne doit suivre pour avoir un résultat positif. Ce qui est bien avec le diabète ou le prédiabète, c'est que vraiment l'intervention avec l'alimentation, elle est très efficace. Elle peut inverser le parcours de la maladie. Ça, on ne le sait pas. On le sait peu. Inverser le parcours. Oui, inverser, c'est-à-dire que la personne, si elle est prédiabétique, eh bien, elle peut redevenir normale, être sensitive au glucose, gérer le glucose de manière normale si elle suit un certain régime alimentaire qui, en général, ça va être, si la personne elle est en surpoids ou obèse, il va falloir perdre un 10% du poids corporel et suivre une certaine composition dans le régime qu'on connaît très très bien et qui est en général un régime à indice glycémique bas. Indice glycémique bas, ça veut dire que c'est un régime riche en fibres. Riche en fibres, c'est-à-dire c'est le matelas qui va absorber ou éviter les pics. Exactement, qui va éviter les pics de glycémie. Pas de croissant le matin. Absolument pas, 0 croissant le matin. Pas de goûter l'après-midi avec... On va pas faire plaisir aux collègues. Hein. Non, malheureusement, je n'apporte pas de bonnes nouvelles. Eh oui, c'est terrible. Bon, alors Yasmine Bennis, sur les grands principes qu'il faut aussi avoir à l'esprit par rapport à l'alimentation, par rapport aussi à ceux qui s'y intéressent, mais effectivement sans pour autant, entre guillemets, rentrer dans la spécialisation, parce que souvent moi ce que j'observe parmi les collègues, parmi les amis, parmi les gens qu'on connaît, souvent effectivement il y a un facteur déclencheur. La personne se met à faire du sport et à un moment s'intéresse à ce qu'elle met dans son assiette. Et de ce point de vue, aujourd'hui il y a des applications qui permettent de savoir quelles sont les proportions de protéines, de glucides, de lipides dans une assiette. Mais bon, ce sont des démarches un peu, j'allais dire, un peu mécaniques. On peut s'enthousiasmer quelques mois à avoir cette approche-là, mais effectivement, elle m'apparaît comme étant manquer de spontanéité ou de saveur. Mais souvent, ce qu'on observe, c'est qu'on s'intéresse effectivement aux principes généraux de la nutrition lorsqu'on a un besoin spécifique ou lorsqu'on a franchi la ligne rouge, on se sent entre guillemets inconfortable dans son propre corps, ou trop maigre ou trop gros tout simplement, ou lorsqu'on commence à faire du sport. À ce moment-là, on se dit il y a une variable que j'ai pas nécessairement prise en compte et c'est en effet l'alimentation. Oui, les points qui déclenchent l'intérêt de quelqu'un à un certain point dans la vie à l'alimentation peut être divers. Et n'importe quel point déclenchant est le bienvenu parce que ça nous fait prendre conscience de l'importance de ça. En ce qui concerne, tu parlais d'applications pour le suivi, pour comprendre ce qu'on met dans son assiette. En fait, moi, je ne suis pas du tout contre. Je suis pour traquer et savoir ce qu'on mange, et je suis pour la balance. Je ne dis pas qu'il faut faire ça tout le temps, pendant toute sa vie. Comme je le dis souvent aux gens qui viennent me voir. C'est vrai que quand on le fait pendant 3 mois, on apprend tellement. Voilà, tu as tout dit. Tu as tout dit parce que c'est vraiment... Et c'est un savoir qui accompagne la personne pendant toute la vie. On fait l'effort au début, d'essayer de comprendre, de mesurer, etc. C'est un peu, relou, mais c'est utile. Imaginons, il y a un plat qui est préparé par quelqu'un d'autre et la personne va sortir son téléphone. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment c'est préparé? Bon, si tu veux manger. Ça fait des conversations un peu étranges. Oui, ça fait des... Oui, mais je veux dire, le nombre de fois quand on commence à faire le sport et qu'on s'intéresse à ça, etc., ça veut dire que vraiment on prépare à manger, etc. Si ça arrive une fois qu'on est chez quelqu'un,
on peut aussi zapper l'application et le vouloir savoir à tous Au les Maroc, prix. on insiste souvent pour que l'invité mange un maximum. Donc, Ah oui, ouais. ça fait partie de la bienséance et des coutumes. Oui, je n'ai pas de les réponse à plus ça. observables. Ben oui, malheureusement, il n'y a pas d'échappatoire quelquefois. Non, je pense que dans ce cas-là, non, il n'y a pas d'échappatoire. Absolument. Il faut manger. Absolument. Alors 10h49 minutes, on va profiter d'une courte respiration musicale et on reprendra la suite de notre émission dans quelques instants. Et avec Yasmine Bennis, qui est nutritionniste et phytothérapeute, il y a un chapitre qu'on n'a pas encore abordé, pas celui des plantes, on va y venir, elles ont aussi leur saisonnalité. Et en ce qui concerne les régimes, en effet, il y a, disons, des profils spécifiques, les OPK, et j'en parle depuis le début de l'émission sans qu'on se soit longuement intéressé à la question. Cela dit, qu'est-ce qui nous pousse nous-mêmes parfois à s'intéresser à ces questions ? C'est toujours une question à laquelle répondent ceux qui viennent ou qui consultent, mais soi-même, en tant que nutritionniste, il y a eu un moment déclencheur, Yasmine Bennis. Ou pourquoi je me suis intéressée à la nutrition. Le moment déclencheur chez moi remonte à il y a très longtemps. Mais en fait, ma question première, c'était qu'est-ce qui fait... Enfin, j'avais 25 ans, je crois. Et je me disais, c'est pas possible. Pourquoi il y a des gens qui tombent malades et des gens qui tombent pas malades avec l'âge. Je dis avec l'âge, pas tomber malade, hein, Oui. mais à partir d'un certain âge, autour de soi, si on regarde, je ne pense pas connaître quelqu'un qui ne souffre pas de quelque chose avec des degrés différents. Et puis après, on voit des gens, enfin, je sais pas, les sportifs ou les aventuriers, tu vois, des gens qui ont 80 ans. Et qui... pôle Nord, et 60 ans, et bon, la vie est belle. Oui, voilà. Absolument. Et donc, moi, je me suis dit, non, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes y arrivent et d'autres pas ? Qu'est-ce qui change ? Et donc, pour moi, ça a été un cheminement, tout d'abord, juste, en lisant des choses. Et après, je me suis dit non, je vais aller étudier la chose. Donc initialement, c'était la phytothérapie parce que je pensais, comme beaucoup de gens, je croyais que les compléments alimentaires étaient la solution et les plantes pouvaient être la solution. Donc j'ai fini mon diplôme de pharmacie et de phytothérapie et j'ai commencé à conseiller les compléments alimentaires. Et à fur et à mesure que je voyais les gens, je me disais, c'est pas possible, cette personne-là, elle ne peut pas être, je sais, parce qu'une fois on étudie et on comprend ce que ça veut dire une étude clinique, ce que ça veut dire une étude observationnelle, etc. Et on comprend que tout ce qui est dit n'est pas vrai, qu'il y a quelque chose qui s'appelle la tradition, dont est tout ce qui est médecine chinoise, ayurvédique, ou la nôtre aussi, méditerranéenne. Donc la tradition, ce qui marche et les limites. Donc on sait pourquoi ça peut marcher et on sait plus ou moins c'est quoi les limites de ces choses-là. Et on voit des gens et on se dit que c'est pas possible, ils peuvent être aidés, mais c'est avec l'alimentation qu'ils vont être aidés, pas avec les compléments alimentaires ou les plantes. Et donc c'est là où j'ai commencé à étudier. Enfin, je me suis inscrite pour avoir mon diplôme en nutrition. Et quand j'ai fait mon diplôme en nutrition, puis après j'ai réalisé que c'était aussi l'activité physique. Bien sûr, ce sont toutes des choses qu'on sait, mais juste l'importance que ça a, on le réalise après. Absolument. Je ne vais pas devenir personal trainer, ça non, ça y est. Oui. Mais voilà, pour moi, le facteur déclenchant, c'était pourquoi il y a des gens qui tombent malades et d'autres qui... Donc c'était la recherche de la réponse à ça. On recherche d'abord des réponses pour soi-même et on se dit, il y a quelques réponses qui peuvent être utiles à ceux qui parfois se posent avec insistance un certain nombre de questions. Yasmine Bennis. Bon. En ce qui concerne les plantes, on se rend compte des limites. Dans quel sens ? Par rapport aux pathologies, par rapport à la prise de poids ou par rapport effectivement parfois effectivement à des personnes qui peuvent à l'inverse être considérées comme étant excessivement maigres. C'est des limites par rapport à quoi précisément ? Les limites par rapport à leurs actions sur le corps et ce qu'elles peuvent faire et ce qu'on prétend qu'elles puissent faire. Ça veut dire si j'ai quelqu'un avec un déclin, on va dire quelqu'un qui veut prévenir le déclin cognitif. Ah oui, qui veut rester alerte.
Oui. On va prendre juste un exemple. Un animateur radio qui a 75 ans. Oui. Bon. 75 ans, bon, je dirais qu'il faut commencer à réfléchir à ces choses-là maximum à 30 ans. Ah oui. 30 ans, il faut commencer à réfléchir à ces choses-là. Je suis dans les temps alors. Tu es dans les temps. Formidable. Oui. Donc, déclin cognitif, je sais qu'on a par exemple, je vais citer 2 plantes, la Bacopa monnieri et le ginkgo, qui sont toutes les 2 des plantes qui viennent de la tradition ayurvédique et chinoise, et qui sont connues pour soutenir la fonction cognitive. Mais je sais pertinemment que si c'est la personne que j'ai en face... Elle va manger des fritures ou du gras, Voilà, exact, c'est ça. Si elle est en surpoids, pas ce qu'elle mange, oui, bien sûr, parce que par conséquence, après, si on répète le même pattern pendant très longtemps, eh bien, on va tomber dans l'obésité, le surpoids. Donc, si je suis en face de quelqu'un qui a un mauvais contrôle de glucose et une obésité ou un surpoids, je sais très bien que le Bacopa ou le ginkgo va pas pouvoir faire grand-chose. Il ne va pas avoir, peut-être que sur un point de vue moléculaire, si on fait une étude in vitro ou quoi, on va voir des mécanismes qui vraiment peuvent justifier l'action. Mais cliniquement, est-ce que je vais voir une différence ? Non, pas vraiment, parce que ce qui est puissant, c'est la biochimie du corps. Ça veut dire, et en général, ce qui est bon pour la circulation générale est bon pour la circulation et pour la fonction cognitive. Oui. Donc, si j'ai quelqu'un qui a une mauvaise gestion du glucose et une obésité, je sais que même la microcirculation dans le cerveau de la personne, elle est abîmée et il a une inflammation, la microcirculation qui meurt, etc., etc. Donc, la plante a ses limites dans ce cas-là. Nous aussi, nous avons les nôtres. À 11h, ce sont les actualités. On va céder la place à Mourad Baba qui nous rejoint dans quelques instants et on reprendra la suite de notre émission des experts qui se poursuit jusqu'à midi. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts. On consacre ce matin à la nutrition, mais du point de vue de ceux aussi qui ont des besoins spécifiques. Et on parlait effectivement de ceux qui ont des pathologies, de ceux qui ont des déséquilibres hormonaux, de ceux qui parmi les sportifs ont des activités ou très intenses et par conséquent qui s'intéressent de façon un peu plus poussée à la nutrition. Alors venons-y finalement à ces fameux... SOPK, c'est un terme qui n'était pas si connu et qui est, semble-t-il, manifestement de plus en plus diagnostiqué. Alors, qu'est-ce que c'est, tout d'abord, avant d'en arriver à l'aspect nutritionnel? C'est le syndrome de l'ovaire polykystique. Et c'est une condition c'est la première condition, il me semble, en tout cas... dans d'autres pays, je ne sais pas pour le Maroc, mais c'est la pathologie relative à la reproduction qui touche le plus de femmes. Environ 10%, entre 8 et 13% des femmes en âge de reproduction sont touchées par cette condition-là. Et cette condition, elle est un peu, comme tu disais, elle n'est pas très connue et elle est un peu difficile à diagnostiquer. Ça veut dire qu'une fille ou une femme qui en souffre, eh bien, elle va passer pas mal de temps avant de savoir que ce dont elle souffre, eh bien, est le SOPK. Il n'y a pas exactement un critère diagnostique fixe déterminé comme on peut avoir un petit peu pour tout ce qui est, je ne sais pas moi, pression artérielle ou diabète ou quoi, mais c'est une panoplie de symptômes et on va, le médecin, le gynécologue... Diagnostiqué souvent par les gynécologues. Bien sûr, c'est quelque chose qui va être diagnostiqué par un gynécologue, mais en général, ça va être soit on va faire un ultrasound et on va regarder l'ovaire et voir l'état des ovocytes. Donc, justement, polykystique, ça veut dire qu'il y a plusieurs kystes qu'on voit dans l'ovaire et qui sont à un certain stade du développement et ils arrêtent leur développement tous en même temps. Ils deviennent paresseux. Oui, on peut dire ça comme ça. Et en général aussi, ça va être associé, la plupart, il y a 2 phénotypes. Il y a un phénotype qui est le plus fréquent, je ne sais pas par quel pourcentage, mais on peut facilement parler de 90%. Des femmes vont être en surpoids ou obèses. Et puis après, il y a un phénotype ça va être des femmes qui sont minces, mais qui souffrent quand même du SOPK.
Et puis après, il y a l'hirsutisme, donc une pilosité excessive. Ah oui, oui. Ça c'est entre guillemets un des indices. Oui, c'est un des indices. indices, exactement. C'est pas, il n'est pas décisif, mais bon, voilà, c'est le gynécologue va poser voilà, il va observer différents critères et il va poser le diagnostic, il va déterminer s'il s'agit de ça ou pas. Mais s'il s'agit de ça, ça va être le traitement de la cause. Moi, j'aime bien aller toujours à la cause. Il n'y a pas de vrai traitement de la cause de cette condition-là. Il y a seulement des traitements symptomatiques ou qui vont aider avec la fécondité, parce que souvent, c'est les femmes qui ont cette maladie-là, eh bien, elles vont avoir des difficultés à tomber enceinte. À tomber enceinte, oui. Voilà. Donc il y a parfois des traitements et parfois aussi un intérêt accru par rapport à l'alimentation. Oui, et donc l'intervention la plus efficace pour traiter vraiment de la cause de cette maladie-là, ou les causes de cette maladie-là, eh bien, ça va être l'alimentation, ça va être le style de vie. Donc, intervention au niveau de l'alimentation et intervention au niveau de l'activité physique. Parce que ce qui caractérise d'un point de vue métabolique le SOPK, eh bien, c'est la résistance à l'insuline. Qui dit résistance à l'insuline, ça veut dire un petit peu comme un diabète ou un prédiabète. Alors la résistance à l'insuline, ça a quelle incidence ? Ça a une incidence justement sur la gestion du glucose, donc les cellules. C'est-à-dire, oui, si je prends c'est comme l'exemple du croissant, du msemen, etc. Oui. La personne, effectivement, son métabolisme, entre guillemets, aura de la difficulté à gérer le pic. Exact. À stocker l'excès du glucose. Oui. L'excès du glucose dans le sang, si c'est répété sur une très longue durée, eh bien, il est toxique pour les tissus. C'est pour ça qu'on cherche à traiter les gens qui ont le diabète. Donc, dans la même logique, les femmes qui ont le SOPK, elles doivent perdre du poids à travers un régime alimentaire, et il faut aussi qu'elles fassent attention à la composition de leur régime. Il faut qu'ils mimiquent un petit peu ce qu'on prescrit pour les gens qui sont diabétiques ou prédiabétiques. Oui, c'est-à-dire prêter attention à l'indice glycémique. À l'indice glycémique, oui. Quels sont les aspects sur lesquels on peut agir d'un point de vue alimentaire ? Les aspects sur lesquels on peut agir, tout d'abord, il faut faire un déficit, parce que si on est en surpoids ou obèse, il faut baisser ce poids-là, parce que seulement la baisse du poids, elle nous rend plus sensibles à l'insuline. Et aussi, comme on disait, la composition du régime. Donc, les choses auxquelles il faut faire attention, c'est essayer de privilégier tout ce qui est céréales complètes, pas de farine blanche. Et aussi les légumineuses, manger pas mal de légumineuses. Pain d'orge, pain de seigle. Oui, voilà, pain d'orge, pain de seigle, pain complet, pain de blé complet aussi. Donc légumineuses, mais surtout parce que le problème, ce n'est pas manger ces aliments-là, mais c'est aussi tout ce qu'on mange à côté. Donc tout ce qui est msemen, etc. Mais aussi Mars, Snickers et compagnie. Ah oui, ça c'est l'ennemi des nutrition. Oui, ça devrait être l'ennemi de tout le monde en fait. Oui, c'est vrai que certains voient rouge lorsque. Mais donc éviter entre guillemets des aliments qui ont un indice glycémique très élevé. Oui, des sucres rapides. Et aujourd'hui, pour le savoir, effectivement, l'information, elle est là. Il n'y a pas vraiment d'excuses. Oui. Mais voilà, vraiment la difficulté, c'est de mettre en place et savoir qu'est-ce qu'il faut privilégier d'abord pour avoir un taux de réussite du changement des habitudes un peu acceptable. Donc c'est souvent dans le cas effectivement de la fertilité, les personnes sont diagnostiquées lorsqu'elles ont entre guillemets quelquefois une difficulté à avoir des enfants et on constate qu'il y a une résistance à l'insuline, qu'il y a aussi un type d'alimentation qui peut accroître les chances d'avoir un système ou un climat plus favorable à la possibilité d'enfanter.
Absolument. Et ce régime-là, miracle, le régime miracle, c'est vraiment, si la femme est obèse ou en surpoids, il faut qu'elle perde le poids, 10% de son poids corporel, seulement ça. Ça peut déjà aider avec la fécondité. Et par exemple, première chose, on peut donner un conseil qui est de, par exemple, bien manger des protéines au petit déjeuner. Par exemple, pendant une certaine période, parce que des fois, c'est plus ce qu'on arrive... Pour la satiété, pour les calories, pour quelle raison? Voilà, c'est pour la satiété. Parce que c'est pas l'habitude la plus commune. Ouais, oui, en général, on va avoir un petit déjeuner ou un petit déjeuner qui est plus axé sur les féculents, croissants ou pain et huile, pain et très peu de fromage, ce qui n'est pas idéal. Il y a eu une étude dans le cadre du SOPK qui a comparé deux distributions caloriques sur la journée. Ça veut dire soit on va privilégier la plupart des calories en début de journée, donc petit déjeuner très consistant, petit déjeuner normal et léger dîner et le contraire. Et on a constaté qu'on a pu perdre et améliorer les différents paramètres de glycémie avec l'intervention où il y avait plus de calories en début de journée. Oui. Donc ça pourrait être une stratégie. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a plus de sens de satiété, on a une énergie qui est plus stable pendant la journée, on va être moins enclin et on va avoir moins envie de manger des sucreries, des biscuits, des viennoiseries, etc. Donc ça, c'est la première des choses. Et quand on dit consistant, ça veut dire vraiment il faut manger des œufs, des fromages 0%, blanc 0%, j'insiste sur le 0%. Fromage frais ? Oui, fromage blanc frais, c'est-à-dire pas, pas le gruyère, pas le camembert, pas les fromages à tartiner. Si quelque chose est trop onctueux, sachez que c'est plein de gras, donc c'est un non. Parce que quand on parle de fromage, les nutritionnistes, quand ils parlent de fromage, ça va être vraiment... Je suis désolée, mais c'est la ricotta 0%. Ou le fromage blanc 0%. Oui. Sans gras saturé, plutôt intégrer le gras, parce que c'est pas qu'on veut enlever le gras, on veut privilégier les bons gras, intégrer avec une cuillère d'huile d'olive. Enlever le gras saturé du fromage et réintégrer avec de l'huile d'olive. Donc voilà. La deuxième chose, c'est de bien dormir, parce que si on dort bien, on a plus de volonté pendant la journée. Soit en ce qui concerne nos choix alimentaires. On peut bouger davantage. Et aussi on peut bouger davantage. Pour ces deux raisons-là. Donc c'est déjà un petit pas envers une meilleure gestion de l'alimentation dans le cadre du SOPK. On va poursuivre notre émission, il est 11h20, c'est le moment de faire entendre un peu de musique qui aussi adoucit les mœurs. Nous reprendrons la suite de notre émission effectivement qui se poursuit jusqu'à midi et j'en rejoins ceux qui ont des avis à les faire entendre toujours au standard. Et nous sommes ce matin avec Yasmine Bnis, qui est nutritionniste et phytothérapeute. Alors nous évoquons spécifiquement le cas de ceux qui souffrent du syndrome d'ovaire polycystique, le SOPK. Et effectivement, on a abordé l'aspect, entre guillemets, conseil et nutrition. Est-ce que les plantes également peuvent concourir à améliorer sensiblement, disons, l'aspect ou gestion hormonale puisqu'il y a ce déséquilibre-là qui est, entre guillemets, sous-jacent ou inhérent à ce type de profil. Il y a... Alors, c'est drôle, mais en fait, mon mémoire de fin d'études a porté sur une revue systématique de la littérature sur le SOPK, donc les interventions en alimentation et aussi sur compléments alimentaires. En ce qui concerne les plantes et la phytothérapie, il n'y a pas vraiment beaucoup d'études qui ont démontré un effet vraiment éclatant, significatif en ce qui concerne le SOPK en particulier. Mais, ceci dit, il y a 2 interventions avec les plantes qu'on peut faire et que je pense puissent être utiles pour le SOPK. Et la raison, en ce qui concerne la glycémie. Donc, on a une plante qui est très disponible chez nous, qui est la cannelle.
Et la cannelle en D'instinct, dehors. certains effectivement mettaient, disons légèrement, lorsqu'ils préparaient un jus. Oui, C'était une habitude oui, que certains effectivement adoptaient naturellement. oui, tout à fait. Et, euh, et par contre, pour la cannelle, il y a pas mal d'études qui démontrent qu'elle aide avec la gestion du glucose. Donc ça pourrait être une utilisation qu'on peut faire. Vu que le SOPK s'associe souvent à la résistance à l'insuline. Puis après, la deuxième intervention, elle concerne quelque chose où les plantes excellent et où il y a très peu de médicaments ou d'autres interventions qui peuvent être efficace, qui est la ou ce qu'on appelle la détoxification du foie. C'est-à-dire, oui, il y a des plantes qui... Voilà, il y a des plantes qui vont soutenir la fonction hépatique, qui vont le pousser à se nettoyer, entre guillemets. Donc ça va être à être plus actif d'un point de vue métabolique et à relâcher plus de jus, on va dire, de mille. Oui. Donc il y a des plantes à mettre dans les tagines, etc., qui peuvent avoir cet effet-là, ou il faut les consommer en tisane Oui, voilà. C'est plutôt, ça va être plutôt de la tisane ou du complément alimentaire si on ne tolère pas le goût, parce que généralement, ça va être des plantes qui sont amères au goût et qui ne sont pas très, très agréables, mais elles sont très, très efficaces. Pourquoi cela? Parce que si on a quelqu'un qui est obèse avec de l'adiposité, c'est-à-dire du ventre, de la graisse autour des intestins. Je ne parle pas de la graisse, on a fait la distinction entre la graisse sous-cutanée et la graisse viscérale, qui est autour des organes, des organes dans le ventre. Donc c'est cette graisse-là viscérale qui est problématique. Dans le cadre du SOPK, les femmes ont plus d'adiposité viscérale. Ce tissu graisseux-là, il libère des acides gras libres, singuliers, qui sont toxiques quand ils sont dans la circulation. Et comme le foie, il draine tout le contenu de l'intestin et ce qu'il y a autour, donc la graisse viscérale, eh bien, il va être surchargé avec les différentes substances qu'il doit gérer. Et donc, l'intervention avec une plante qui va détoxifier le foie, ici, elle trouve toute son utilité. Et qui va être une plante en général. Oui, nous, plus modestement, on gère le temps également. Il est 11h30 et c'est l'heure des informations. Nadèle Amos se joindra à nous dans quelques instants. Et on reprendra les experts atlantiques après le flash d'actualité en langue française. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. Nous sommes avec Yasmine Benis, qui est nutritionniste et qui est phytothérapeute. Alors, sur effectivement les principes généraux en ce qui concerne la nutrition, et par rapport à ceux qui ont peut-être besoin de plus de spécificité, il y a des sports qui sont très demandeurs en matière d'énergie. Il y a la course à pied. La course à pied est sensiblement différente de ceux qui pratiquent du sport dans des salles de musculation, ce qui est encore sensiblement différent de ceux qui ont besoin, disons, d'avoir et de l'endurance, et de l'agilité, et de l'explosivité. Par exemple, dans des sports comme des sports de raquettes, de tennis, entre autres. Et comment est-ce qu'on adapte son alimentation par rapport à ces aspects-là, au-delà effectivement des proportions de protéines qu'on consomme, des proportions de glucides qu'on consomme? Comment est-ce qu'on doit s'ajuster par rapport effectivement à l'estimation de la consommation calorique journalière, par exemple? Et comment peut-on effectivement aborder de façon un peu plus spécifique si on a le besoin de pousser les connaissances en matière de nutrition un peu plus loin? Il faut faire la distinction entre une activité physique, on va dire professionnelle ou semi-professionnelle, dans le sens où est-ce qu'on pratique l'activité tous les jours, plus d'une heure, moins d'une heure, car cela va influencer les besoins qu'on a. À part les gens qui vont faire la musculation, par exemple, et qui ont un besoin qui est bien spécifique en termes de protéines et de calories en général, à moins qu'on ne fasse une grosse séance par jour, voire 2 grosses séances par jour, tous les jours, en général, il va falloir juste suivre les guidelines d'une bonne alimentation adaptée à sa morphologie, à son poids, etc. Il y en a qui, lorsqu'ils ouvrent cette porte-là, entre guillemets, qui préparent quasiment les mêmes plats tous les jours.
Et pour Oui. ne pas trop dévier, entre guillemets, de... Oui. Oui. Oui, absolument, absolument. Je ne suis pas personnellement contre. Et si on essaie de voir un petit peu les gens, les super sportifs, Mais souvent pour prendre juste le train, oui. ou pour s'ajuster ou s'habituer dans un premier temps. Mais c'est difficile à tenir sur la durée. Euh, Bon, oui, à moins d'être persistant dans... oui, voilà, ça Bon. dépend des objectifs. Quand notre objectif, par exemple, est vraiment gagner de la masse musculaire, ça va être vraiment ça la priorité. Ça va pas être varier les plaisirs. Et ce sont des mentalités qui sont différentes parce que si on n'est pas dedans, on va pas le comprendre parce que on est plus. La plupart des gens vont être plus attirés par diversifier les plats et tout. Mais ça dépend qui on est, à quel stade on est et de notre objectif. Absolument. Si on parle de quelqu'un qui est vraiment, il va à la salle, il veut faire de la musculation, il Pour veut avoir un gagner du certain muscle. objectif, c'est un nombre d'omelettes qu'il prépare tous les jours. Voilà, on sait très bien ce qu'il va manger. C'est des omelettes, des blancs d'œufs, du blanc de poulet, du riz. Donc voilà, parce qu'il veut atteindre un objectif. Mais en général, les grands sportifs ou des gens qui sont très disciplinés, c'est des gens qui vont manger la même chose tous les jours. Ils vont avoir certains aliments en rotation, mais ils vont savoir que c'est ça les aliments qui fonctionnent pour moi. J'atteins mes objectifs avec ces aliments et c'est ce que je vais faire. Cela ne va pas dire ou n'exclut pas que une fois par semaine, je fais un peu ce que je veux. Je sors avec mes amis, ma famille, etc. Je mange ce que je veux. Et selon moi, ça, c'est la meilleure approche. Parce que si on veut vraiment être discipliné et... vraiment avoir des résultats tangibles. Avoir des résultats tangibles et pas juste là, rêver, oui. Je suis désolée, mais voilà, comment on dit ça, tough love. Oui. Parce que imaginez qu'on puisse se faire plaisir avec des plats qui sont succulents, etc., tous les jours, et maigrir ou atteindre un certain objectif. Mais il faut d'abord avoir un certain talent pour... Oui, mais si on veut tenir les deux contraintes, il faut y mettre beaucoup plus du sien. Parce que bon, le riz basmati tous les jours... bon. Mais ça peut être... me disent que ça peut manquer de saveur. Donc, si on n'a pas, entre guillemets, oui, ça peut manquer un peu de doigté, un peu de sensibilité, ça va être difficile de faire autrement. Oui, il faut apprendre les choses qui fonctionnent pour nous. Il faut apprendre aussi comment cuisiner, comment agrémenter. Il y a des épices, il y a des herbes aromatiques. Absolument. Absolument, les herbes aromatiques. Ah là, je visualise un peu mieux. Oui, mais oui, avec des petites sauces, genre même la sauce tahini, le tahini, la sauce, la pâte de sésame là, qu'on utilise sur les shawarma, etc. Mais si on achète le tahini et on fait par exemple une grande cuillère avec de l'eau, du citron et du sel, ça nous fait une sauce qui est super bonne, qui n'est pas très calorique et qui est très très bonne. Et qu'on peut, pour accompagner différentes choses. Ça c'est un exemple. Mais même aussi le fait, par exemple, on va dire, je vais manger une salade. Bon, c'est pas la saison, mais on va dire, on va manger une salade. Le fait d'agrémenter juste la salade avec du croquant, un petit peu de croquant, ça va être des noix ou des amandes, etc., avec du vinaigre de pomme ou du vinaigre balsamique, une petite cuillère de miel, des pommes, etc. Eh bien, ça nous fait quelque chose de croquant, qui a de la saveur et qui nous donne envie de manger. Ça ne veut pas dire que il faut manger genre tout fade et tout. Non, il faut juste apprendre. Passer du temps. C'est un apprentissage, c'est vrai, qui doit se faire, mais qui va nous servir pour toute la vie. Donc moi, je conseille vraiment aux gens d'investir dans l'apprentissage des aliments et des recettes qui fonctionnent pour eux. Aujourd'hui, les sportifs, disons, sont suivis ou disons... sont accompagnés par des nutritionnistes pour savoir effectivement, même d'un point de vue optimal, ce dont ils ont besoin par rapport... à leur pratique, à leur calendrier, à leurs objectifs, et ainsi de suite. Là, on a eu, il y a eu des documentaires spécifiquement par rapport à cela. Un sportif
en fonction de la nature de son activité, doit s'ajuster. Alors de ce point de vue, en ce qui concerne les proportions de protéines, de glucides et de lipides, est-ce que il y a des aspects spécifiques à cette catégorie-là? Oui. Si on parle de sport d'endurance, par exemple tout ce qui est course à pied, natation, bicyclette, etc. Donc c'est un sport d'endurance. La question va être plus accentuée sur les glucides, sur les carbohydrates, parce que ça va être la source d'énergie que le corps va utiliser. Donc on va faire attention autour des séances d'entraînement. Qu'est-ce qu'on va manger la veille? Qu'est-ce qu'on va manger juste avant la course? Qu'est-ce qu'on va manger pendant la course? Et ça va être, on va faire attention à la quantité de glucides en fonction du temps passé à faire l'activité et aussi de la morphologie de la personne. Parce que voilà, la personne, elle doit, une fois, par exemple, supposons, c'est un marathonien qui est en train de préparer, quelqu'un qui est en train de préparer un marathon et qui fait plusieurs sorties. Qui fait plusieurs sorties par semaine, ou peut-être même tous les jours, à l'approche de la date fatidique. Donc, il faut optimiser la récupération après la séance d'entraînement en cours pour se préparer à celle de la suivante. C'est davantage des compléments alimentaires, magnésium, pour favoriser la récupération. Il y a ça. Mais quand je dis récupération, je parle surtout de la récupération en termes d'énergie et de glycogène, les réserves de glycogène, parce que le corps, il va utiliser comme source d'énergie le glucose, qui se trouve qui est stocké au niveau du muscle et qui est stocké au niveau du foie. Donc, quand on fait une sortie qui est longue, 1 heure et plus, etc., on va épuiser les réserves du corps en glycogène et il faut qu'on reconstitue rapidement, surtout, comme je disais, si on fait par exemple 2 séances par jour. Donc, il faut optimiser la récupération du glycogène après la première séance ou avant la séance du jour d'après. Comme ça, le corps, il trouve la réserve en énergie. Parce que même si on prend le magnésium ou autre chose pour récupérer et qu'on n'a pas la réserve en énergie qui est optimisée, le corps, il ne va pas pouvoir performer aussi bien le jour d'après. Il y a des podcasteurs ou même des sportifs. Il y a eu des modes, par exemple, le régime que des fruits, des régimes que de la viande et ainsi de suite. Après, effectivement, ça a certaines limites par rapport à, ça par a ses rapport limites. à la disponibilité d'énergie. Dont on a besoin pour pratiquer du sport. Donc, effectivement... Pour pratiquer du sport, il faut un mix des deux. Les choses qui sont importantes, c'est les glucides et les protéines. Par exemple, tu dis le régime basé sur les fruits ou sur les protéines, sur les viandes. Genre, je me dis, oh là là, dans un cadre de sportif, de quelqu'un qui fait du sport, en fait, non. Parce qu'il nous faut les deux pour pouvoir optimiser la performance du corps. C'est-à-dire, après une séance de sport, si je mange seulement les protéines, je répare les muscles, je peux synthétiser de nouveaux muscles, etc. Mais pas autant que si ces protéines-là sont accompagnées de glucides avec un pic d'insuline. Dans ce cas-là, tout est contextuel. Dans ce cas-là, si j'ai le pic d'insuline, parce que l'insuline est considérée est une hormone anabolisante, donc qui pousse à la synthèse de nouveaux tissus. Donc si j'ai le pic d'insuline, les muscles vont absorber plus de glucides, donc reconstituer la réserve de glycogène, et aussi le signal pour les protéines, il est plus senti. Donc c'est toujours contextuel. Alors nous avons aussi, vous le savez, dans notre émission, plusieurs ingrédients. La musique en est un. Alors on va en profiter quelques instants avant d'aborder la suite et même la fin de notre émission du jour. Et on a tout juste le temps de faire entendre le mot de la fin, parce que ce sont des ouvertures. Il y a tant et tant de choses à dire sur effectivement les thématiques, sur la nutrition. Nous parlions effectivement des sportifs, de ceux qui ont des déséquilibres hormonaux. Et ceux qui ont des pathologies également parfois nécessitent, ont besoin effectivement de se faire accompagner dans une certaine mesure. Yasmine Bennis. Alors sur les profils qui ont des pathologies, quelquefois le passage est obligé, ou quelquefois lorsque la personne par exemple est enceinte, elle a besoin entre guillemets de conseils nutritionnels pour optimiser, pour éviter les carences, dit-on, Yasmine Bennis.
Oui, tout à fait. Donc, en fonction du cadre qu'on va présenter, chacun va. Alors, la responsabilité, en fait, elle est vraiment individuelle et j'encourage tout le monde à s'intéresser au sujet, à apprendre le plus possible, à essayer, c'est vrai, de discerner le vrai du faux, enfin, du sensationnel, de ce qui est vraiment scientifique. Ah oui, les aliments miracles, ça. Oui, attention aux aliments miracles, parce que vraiment les bases de la nutrition, ils sont connus, le moins possible d'aliments transformés, ça, donc voilà, ça c'est valable pour tout le monde, le moins possible de sucreries isolées, ça veut dire le thé de l'après-midi avec les gâteaux, il est vraiment à minimiser, et ça aussi c'est valable pour tout le monde. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qu'on connaît, que tout le monde connaît, je suis sûre, mais qu'on a du mal à mettre en place parce qu'on n'arrive pas à voir l'importance, parce que cette importance-là, on la voit avec le temps. Quand c'est un peu trop, pas trop tard, mais quand ça devient plus difficile. Et un jour ou l'autre, on paye la facture. Exact, la facture, elle est toujours, à moins qu'on soit vraiment très chanceux. J'ai un collègue qui me disait, avant 25 ans, on a le corps qu'on hérite, et après 25 ans, on a le corps qu'on mérite. Mais j'applaudis ce collègue, parce que voilà. Ce sera notre mot de conclusion. On se retrouvera demain pour d'autres thématiques des experts. L'heure est aux actualités, nous serons présentés dans quelques instants par Kamal. Voilà.